Ça va, Christine? C'est quand tu veux, hein. Merci d'être là pour cette troisième soirée, quatrième soirée. Oh la vache, déjà 4, oui. Donc je suis chargé de vous faire un petit résumé pour celles et ceux qui n'auraient pas été là, et même pour celles et ceux qui auraient été là, de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Le film d'hier nous a baladé un peu. C'est-à-dire que le premier film, le premier jour, nous a promené dans l'enfer de la finance internationale. Le deuxième nous a baladé dans le paradis de l'économie fraternelle. Et le troisième, donc celui d'hier, nous a baladé dans quelque chose que je n'avais pas prévu, c'est-à-dire une sorte de purgatoire fait d'immeubles gigantesques, de bureaux vides, arpentés par un banquier qui, sous couvert de confession, nous permettait de sonder ses reins, son cœur, de praticien de la haute finance, on va dire ça comme ça. Mais cette figuration filmique, donc, post-crise, puisque le film était de 2013, cette figuration ne visait ni espoir de changement, ni transformation régulée, mais plutôt un petit cercle fermé, évoquant un pognon sans valeur ni objet, bricolé par des mécanismes inexpliqués. Expliqués, heureusement, nos invités étaient là pour ça, et ils nous ont donc expliqué qu'il fallait d'abord renvoyer un capitalisme prétendu singulier, voire naturel, à sa pluralité réelle, historique, c'est-à-dire, à tout le moins, distinguer par exemple action ou droit de propriété sous contrôle sévère. Les plus vieux d'entre nous se souviendront de nos banques nationalisées au temps des dites 30 glorieuses, et distinguer cela de la course au financement par seulement l'achat d'actions filtrées à grand-peine et à grands frais par des armées d'avocats d'affaires. La solution s'imposait sous le nom de définanciarisation, dont les conditions difficiles ont été l'objet de notre discussion très, très animée et très stimulante. Je vais essayer de résumer cette discussion comme ça très rapidement. Découplage absurde de l'activité productive et de l'activisme financier, autoréférence d'un marché des profits dont la virtualité ne fait pas oublier ses effets bien réels d'inégalité et de baisse de salaire, guerre des monnaies, risque des taux de change engendrant follement d'autres risques, dépourvus de toute utilité sociale. À partir de ces situations et de bien d'autres, tout aussi vicieuses, remarquablement éclairées et critiquées par nos invités, il me semble que la soirée d'hier a fait voir parmi nous des résolutions autrement systémiques, possibles, parce que réelles, expérimentées et souhaitables. Voilà, gageons qu'à propos de dette, puisque c'est le sujet de ce soir, eh bien, cette petite lumière au bout du tunnel va grandir, je n'en suis pas sûr, parce que la dette est une affaire fort sérieuse et fort grave, mais c'est en tout cas l'espoir que je formule. J'ajoute qu'il ne faut pas oublier d'éteindre vos portables si vous en avez. Et je ne saurais trop vous conseiller de voir en particulier, grâce à Canal Pourpre, dont le président est là-haut, la mise en ligne de toutes les discussions de nos rencontres précédentes, enfin des 3 dernières, là, dont celle d'hier soir, puisque j'ai fait ce que j'ai pu pour la résumer, mais vraiment, vous pouvez la regarder en boucle, où que vous soyez, puisqu'elle est sur Internet. Merci beaucoup. Ça marche. Bon,
voilà, un film qui nous plonge en politique. Il me semblait que ça manquait dans les films précédents. Ben là, on est servi en termes de politique. Alors avec La Dette, je ne m'attendais pas à tant de politique, mais nos invités qui sont bien là vont nous dire tout ça. Alors je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez sûrement remarqué qu'il y a un petit changement de programme. Vous vous attendiez à côté de Monsieur Dupuis à Monsieur Christophe Anna, poète de son état, mais le poète en question, comme tous les poètes, est distrait, donc il ne sera là que demain matin, et donc il sera là demain soir. C'est rare, mais... Et cas, André Orléans nous a fait la gentillesse de bien vouloir le remplacer. Voilà, c'est vraiment très aimable de sa part, merci beaucoup. Mais Monsieur Francis Dupuis, comme prévu, est bien là, avec son anthropologie. Et je leur laisse la parole en leur laissant le soin de se présenter s'ils le veulent et nous dire leurs sentiments après ce film. À vous. Qui est-ce qui commence? Comme tu veux. Vous voulez commencer? Je commence. Bonsoir. Donc c'est un film... j'ai des sentiments assez mitigés par rapport au film. Son intérêt, certainement, c'est qu'il... il brasse vraiment beaucoup de questions. Et donc, de ce point de vue-là, il est assez intéressant. Mais j'ai trouvé que... souvent, je me demande, quand on a des... Vous savez, il y a ces sondages et on dit les Français ne comprennent rien à l'économie ou des choses comme ça. Alors moi, quand je suis économiste, ça me touche assez peu. Je me dis, ah oui, c'est bizarre, enfin peut-être, oui, c'est vrai, c'est pas si facile. Mais quand je vois un film comme ça, je comprends pourquoi les Français ne comprennent rien à l'économie. C'est une série de vignettes, chacune à côté de l'autre, qui demanderaient tout le temps des explications. Et en plus, avec ces images assez bizarres, je ne sais pas si c'est votre sentiment, mais le sentiment que j'ai, c'est vraiment de absolument rien comprendre. Je ne vois pas le rapport entre on dit une chose, on dit une autre, etc. C'est complètement déstructuré. Bon, enfin, vraiment, voilà. Je me dis aussi peut-être que ce que pensent les personnes qui font ces documentaires, c'est que faire autrement, ça serait très, très casse-pied. Donc, il faut des images choc de je sais pas quoi, de Louis XIII. Enfin, vraiment, c'est atterrant. Et comme je fais partie des atterrés, je continue à être atterré. Alors, c'est difficile de parler. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et je pense que dans la discussion, on pourrait y revenir. Et vraiment, c'est très, très difficile de savoir par quel bout commencer. Alors, ce qui me vient, voilà, le premier point qui me vient, c'est cette histoire de la culpabilité vis-à-vis de la dette. C'est vrai que c'est évidemment pas faux qu'il y a de la culpabilité, qu'on fait de la culpabilité, mais je pense que ce qui manque un peu en arrière-fond, ce que j'ai pensé, c'est que ce qu'on ne montre pas, c'est que le système, ce qu'on appelle le capitalisme, est un système très antagonique et très inégalitaire. Et donc qui produit tout le temps ça, puisque son rôle, c'est quand même qu'il y a des gens qui font du profit, il y a d'autres qui ne font pas. Il y a donc à l'intérieur du capitalisme quelque chose qui continuellement produit de l'inégalité et du malheur pour certains. C'est dans son ADN. Et pour ce faire, la culpabilité, elle est présente, mais elle est présente tout le temps. D'ailleurs, on l'a bien vu, là, c'était la culpabilité sur la dette, mais il y a aussi la culpabilité de ces pays qui ne sont pas compétitifs, des chômeurs qui ne travaillent pas, etc. etc. Comme nous sommes dans un monde antagonique, ne croyons pas que, en quelque sorte, le mode normal, ça sera un mode dans lequel on serait content. Non, il fonctionne beaucoup comme ça, à la culpabilité. Et alors souvent, comme on voit, ça revient un peu sur le débat d'hier à propos du rapport avec le capitalisme des Trente Glorieuses, c'est vrai qu'on a connu une phase
de capitalisme qui était différent, dans lequel il y avait de la croissance, le niveau de vie augmentait, le chômage n'existait pas, le pouvoir d'achat baissait, etc. Donc on a en tête ça et on pense en fait que c'est la forme naturelle, en quelque sorte, du capitalisme. Et je pense que c'est ça qui provoque, on le pense par rapport à cette phase. Et d'ailleurs, il y a eu des choses tout à fait intéressantes de dire. C'est allemand à un moment donné, et je voulais le souligner parce que c'est vrai que c'est important, c'est qu'on a connu une phase de presque 30 ans sans aucune crise financière, alors que maintenant, on a des crises financières et très très fréquemment. Il y a eu 2008, Internet c'est 2001, il y a eu de mémoire 97 la crise asiatique, 84 ça commence la crise mexicaine, 82 la crise des pays en voie de développement, etc. Donc on voit bien qu'on a changé complètement de système, et ce système, ce qui provoque les crises, c'est la financiarisation. Parce que les marchés financiers sont très instables par nature. Et donc, si on essaye de prendre un peu de distance par rapport à ça, je dirais quelques mots, juste pour ne pas monopoliser. On m'a bien dit qu'il fallait être bref sur la question de la dette tout de suite. Mais donc, il y a quelque chose dans les marchés financiers qui sont complètement instables. Et quand on regarde l'histoire de la finance et des marchés financiers, dès que les marchés financiers ont été créés, les crises sont apparues en même temps. La plus vieille crise, c'est la crise des tulipes au XVIIe siècle en Hollande. Donc c'était le grand pays à ce moment-là, la Hollande. Ils développent des marchés financiers, et il y a une bulle absolument incroyable sur les racines, sur les tulipes. Qui a des taux qu'on n'a jamais vus. C'est passé de 1 à peu près à 1000, hein, avec certaines tulipes, des bulbes de tulipes, en fait, c'était les racines des tulipes. Vous pouviez acheter un hôtel particulier, vous voyez, c'était ce niveau-là. Et ça, on l'a connu donc dès que les marchés financiers ont existé. Donc je crois, moi c'est mon hypothèse, c'est que c'est structurellement déstabilisant, les marchés financiers. Et évidemment, comme on s'est livré aux marchés financiers, et que ces mécanismes financiers ne touchent pas seulement les actions, hein, ils touchent aussi l'immobilier, et maintenant, comme on l'a vu, les monnaies, et la dette. Donc ça me paraît assez... Je pense que conceptuellement, au moins, si on prend un peu de recul avant d'essayer d'analyser les enchaînements chronologiques, c'est pas surprenant que ça soit comme ça, parce que ce sont des lieux très très instables. Si on voulait faire un peu de théorie économique, on peut l'expliquer au moins d'une manière assez simple, c'est que sur les marchés de biens naturels, de biens de consommation, les tables, les chaises, les ordinateurs, il y a un mécanisme très fort de rééquilibrage. C'est que, comme vous le savez tous, quand le prix augmente, la demande baisse. Donc si vous achetez votre téléviseur, et puis à un moment donné, vous voulez en acheter un autre et le prix augmenter, vous essayez d'en trouver un autre, ou alors vous achèterez un ordinateur qui fasse télévision, etc. C'est un mécanisme assez robuste. Quand le prix augmente, la demande baisse, et ça empêche les prix d'augmenter, parce qu'à un moment donné... il n'y a plus de demande. Et sur ces marchés financiers, qui sont aussi les marchés de matières premières, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, parce que quand la demande augmente, quand le prix augmente, la demande peut augmenter. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas des marchés où on consomme, c'est des marchés où on revend. Donc quand le prix augmente, je peux même me dire, tiens, c'est la preuve que ça va augmenter demain. Donc que ça soit une action, un taux de change, du pétrole, du blé qui est vendu comme ça sur ces marchés, ça augmente. Et donc c'est le mécanisme, ça explique après qu'il puisse y avoir des bulles, c'est pas très compliqué. S'il y a un mécanisme d'augmentation des prix, les demandes augmentent, les prix augmentent, les demandes augmentent, et ce truc assez simple et qui paraît très bête permet de comprendre les bulles. Et le début de la crise de 2008, c'est une bulle sur l'immobilier qui a été nourrie, en effet. Il y a un effet de la dette qui est lié à la bulle, parce que qui est assez fréquent.
Mais il y a aussi, ce n'est pas simplement une question de dette, c'est aussi une question d'un mécanisme, même si la dette joue un rôle important parce qu'elle doit financer les achats, etc. Donc voilà, donc je ne suis pas... bon. Sur la question de la dette, alors il y a eu beaucoup de choses dites tellement étonnantes. Alors par exemple, Karine Berger nous raconte l'histoire de l'indépendance des banques centrales. Elle raconte... donc elle dit à un moment donné... pourquoi les banques centrales sont devenues indépendantes. Vous savez, je pense que hier, on a expliqué ça assez bien, de montrer que dans le système précédent, les banques centrales jouaient un peu en accord avec le Trésor. Et donc, il y avait un contrôle, on peut dire, pour aller vite, un contrôle de l'État et de la puissance publique, et donc de l'intérêt général, qui était beaucoup plus puissant et fort. Et en particulier, dans un des nœuds clés, c'est de savoir si on a le droit ou non de prêter aux États et à quelles conditions. Et elle nous dit, à un moment donné, ce qu'elle raconte, c'est que la dette... Donc, ça arrive dans les années 70, c'est parce que la dette publique aurait été trop grande que les financiers auraient décidé de retirer, de rendre indépendante la Banque centrale, et elle propose le mécanisme suivant, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme la dette était importante, il y avait beaucoup de créanciers, et les créanciers avaient peur, en quelque sorte, d'être payés en monnaie de singe par l'État. Et donc, si on enlevait, et la Banque centrale, si on enlevait la Banque centrale comme financeur, on aurait devant soi des vrais débiteurs, en quelque sorte, et qu'on n'aurait plus ce problème. Je pense que ça, c'est... je la connais pas très bien, il me semblait qu'elle était assez sérieuse, mais ça, c'est pas vrai du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça, c'est-à-dire que le mécanisme d'indépendance des banques centrales vient de loin. Toutes les années 60, dans toutes les années 60, on voit qu'il y a une pression qui, à mon sens, c'est mon hypothèse, hein, tout ce que je dis, c'est de l'économie, hein, c'est-à-dire, je peux me tromper, et je n'ai pas tout ça en tête très clairement, donc il faudrait le débattre, mais disons que mon hypothèse personnelle, c'est qu'on voit se développer dans les années 60 les marchés internationaux de capitaux, et qu'il y a profondément des forces qui veulent transformer le système. En justement financiarisant, parce qu'il y a la finance, ça rapporte beaucoup d'argent, donc il faut financiariser, et le système français, avec son circuit du Trésor qu'apprécie tant à juste titre Bruno Terray, et cette banque centrale, c'était pas bon. Et donc on voulait dénationaliser les banques. Et donc il y a eu, parce que les banques étaient nationalisées, les banques de dépôt, donc il y a eu des forces très puissantes. C'est ça qui manque un peu dans l'histoire, c'est que tout ça n'est pas arrivé pour rien. Il y a des forces absolument puissantes. Et alors ce qui est marrant dans le cas français, entre guillemets, c'est que ces forces, elles étaient dans l'appareil d'État. C'était à la fois des financiers purs, mais ça a été beaucoup les inspecteurs du Trésor. Les inspecteurs du Trésor, les inspecteurs des finances, excusez-moi, on dit comme ça, ont été à la manœuvre pour détricoter tout le système que les anciens inspecteurs du Trésor avaient mis en place. Et d'ailleurs, ils sont très très bien payés, parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de fusion entre les inspecteurs du Trésor et le système bancaire. Ils passent de l'un à l'autre quasiment automatiquement. Presque tous les grands présidents, directeurs généraux des grandes banques sont des anciens du Trésor. Donc on comprend bien que l'État en question, dont on rêverait qu'il régule la finance, il ne régule rien du tout. Non seulement parce qu'il prend à cœur ses intérêts financiers. Il n'y a qu'à se souvenir de ce qu'a fait Hollande, qui avait soi-disant l'ennemi était la finance. Il a commencé par s'entourer de financiers. Hein, dans tout son staff, c'était que des financiers, dont Macron, et il n'a fait aucune réforme financière. Et donc, ce qui manque, je trouve, dans ce récit, c'est quand on voit Barroso et Juncker, comment on peut penser que ces gens-là veulent réguler la finance. Il y a quelque chose qui est juste ce point, il y en a d'autres, mais qui est vraiment tout à fait problématique. On ne peut pas penser une chose comme ça, quoi. Donc, il me semble que ça manque beaucoup de comprendre ce qui se passe. Et je crois que pour bien le comprendre, c'est quand même de prendre conscience qu'après la crise de 2008,
C'est-à-dire une crise quand même de délégitimation extrêmement forte de la banque et de la finance. Toutes les populations ont pu voir que ça ne fonctionnait pas, que les économistes s'étaient trompés, qu'on a renfloué les banques avec de l'argent public. C'est un choc absolument incroyable et pourtant le système a absolument tenu. Donc c'est un peu dur d'avoir l'espérance qu'on va pouvoir s'en sortir, parce que même avec un choc de cette force-là, le système a tenu de manière incroyable à travers les financements de dette publique, ce qu'il raconte, et c'est tout à fait... donc, je veux dire, on n'en est pas sorti, cette puissance, elle est là, et les puissants, ils connaissent leurs intérêts mieux que nous. Hein. Il y a une déstabilisée, parce que nous, on rêve d'avoir quelque chose, mais on ne sait pas très bien, tandis qu'eux, ils l'ont, et ils savent ce qu'ils vont perdre. Et ce n'est pas du tout la même chose. L'autre chose, le dernier point, pour pas trop, c'est sur la dette. Il y a quand même un élément important qui n'a pas été dit jamais sur la question de la dette, dans ce qui est truc, c'est que le début de la dette, c'est le néolibéralisme, c'est-à-dire la baisse des impôts. Hein. Pensez que dans le système... Imaginez que dans le système des 30 Glorieuses, les taux d'imposition aux États-Unis pour les grandes fortunes atteignaient 90%. 90%, vous comprenez ce que vous pouvez financer avec un État qui peut se permettre, qui prend 90%. D'ailleurs, ça a conduit au fait que les salaires n'ont pas tellement augmenté, parce qu'à bout d'un certain temps, si vous faisiez comme on connaît aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, comme le taux marginal, je ne sais même pas combien il est, mais il doit être très très bas, on a intérêt à leur donner plus d'argent parce que ça leur revient, tandis que quand vous êtes presque à 100%, en fait, c'est une manière aussi de réguler les taux. Donc, ce que ne dit pas ça, on a l'impression que c'est une espèce de... On ne sait pas très bien d'ailleurs, évidemment il y a la question de la croissance, mais il y a aussi le fait qu'on a changé complètement de régime fiscal et de conception de la dette publique. Et c'est ça qui a permis la dette publique. Et puis, la deuxième chose, ça a été la crise de 2008. Voilà. Et souvent, on veut nous rendre coupables. Bon, c'est quelques remarques. J'espère pas avoir été trop long. Merci. Bien. Merci. Alors moi, j'avais prévenu l'organisateur, je n'ai pas grand-chose à dire sur le film qu'on vient de voir. Sur cette dette-là, je n'ai pas grand-chose à dire, je n'y comprends à peu près rien. Je laisse aux économistes le soin de nous l'expliquer ou éventuellement de nous la rendre plus supportable. Mais apparemment, c'est pas si évident que ça. Cette dette-là, moi, je la connais en tant que citoyen lambda. Je contribue à la rembourser parce que d'autres, sans me demander mon avis, l'ont contractée et m'obligent à la rembourser. Moi, je peux parler du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire du point de vue de l'anthropologie. Alors, j'ai peut-être deux, trois choses à dire là-dessus. Je ne suis pas sûr que ça va éclairer le débat. Au mieux, ça peut le détourner. Et les anthropologues font toujours le même coup. Quand on ne comprend rien à quelque chose, on dit aux gens, ne vous inquiétez pas, on va vous parler d'ailleurs et d'autres choses. Ce coup-là, on le fait tous les jours à nos étudiants et aux gens que nous croisons régulièrement. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est un pas de côté pour prendre du champ et pour parler d'autres choses, mais avec éventuellement, en retour, un effet miroir sur ce qui se passe chez nous et à quoi je continue de dire que je ne comprends rien. Le premier point, et ça a été dit par Graeber d'ailleurs, c'est pas le marché qui a inventé la dette. La dette, elle est présente dans toutes les formes de société et elle n'est pas le carburant, le terme a été utilisé à plusieurs reprises, elle n'est pas le carburant des systèmes financiers ou des systèmes économiques, la dette est le carburant des rapports sociaux. Dans une société, nous sommes tous en relation
avec d'autres personnes et en interaction, parce que tous, nous devons quelque chose à quelqu'un. Et c'est parce que la dette court que la relation est active. Là où ça devient très embêtant et difficile à supporter, c'est quand la dette devient financière et étalonnable par un équivalent universel qui s'appelle l'argent. Mais il y a d'autres systèmes sociaux qui sont loin de chez nous, auxquels l'anthropologue s'intéresse. Quand je parle de loin, je ne parle pas simplement de la géographie, je parle du système social et culturel. Il y a des sociétés dans lesquelles la dette est active, mais ces sociétés ont peut-être eu la sagesse, le terme sans doute ne convient pas, mais d'évacuer de la dette ou de laisser de côté les biens de subsistance, c'est-à-dire ceux qui mettent éventuellement en péril la vie au quotidien et la reproduction de la société en tant qu'organe constitué. C'est-à-dire de faire porter la dette sur des biens d'ordre plutôt symbolique et dépourvus le plus souvent de nécessités utilitaires. Là, en revanche, la dette porte à plein et la compétition joue à plein. Mais ces systèmes-là fonctionnent non pas sur le marché, c'est-à-dire le système dans lequel nous sommes aujourd'hui tous englués, mais dans un autre type de système auquel l'anthropologie s'intéresse depuis fort longtemps, depuis un certain Marcel Mauss, ça fait plus d'un siècle, ou à peu près un siècle, non pas tout à fait, des systèmes que l'on a qualifiés de systèmes du don. Alors, il faut s'entendre, ce n'est pas le don au sens où nous l'entendons, qui est précisément le synonyme de désintéressement et de générosité. Au contraire, c'est du don, c'est-à-dire un acte social qui consiste à donner quelque chose à quelqu'un pour précisément le mettre en dette. Et tant que ce quelqu'un qui a reçu quelque chose n'est pas en mesure d'exercer l'acte en retour, celui qui a donné est socialement supérieur à celui qui a reçu. Donc, ce don n'est pas comparable au système dans lequel nous vivons, qui est celui du prêt et du crédit. L'emprunteur, plus exactement, est celui qui sollicite une banque, un créancier, pour avoir des liquidités. Là, ce dont je vous parle, c'est l'équivalent des banquiers ici, mais ils ne sont pas des banquiers, qui commettent, si j'ose dire, un acte social qui consiste à donner à quelqu'un qui n'a rien demandé. Et à partir du moment où ce don est effectué, le donataire est dans la situation de dette et donc de dépendance sociale. Et là, je ne suis pas d'accord avec une dame qui a dit « la dette n'est pas morale ». Alors, dans le capitalisme, je laisse à chacun le soin d'en juger, mais dans le type de système dont je vous parle, oui, la dette est morale, elle n'est même que ça. Car elle ne porte pas sur des quantités de biens matériels ou des volumes de capitaux, elle porte sur l'honneur des gens et dans la capacité qu'ils ont à faire face dans une interrelation sociale. Et donc, il est de l'honneur du donataire d'être en mesure d'exercer un jour l'acte en retour qui va transformer les rapports sociaux. Donc, première différence entre la dette dont je vous parle et celle dont il a été question dans ce film, c'est que la dette porte, dans les systèmes dont je vous parle, non pas sur toutes les catégories de biens équivalents à de l'argent, mais à des biens qui sont en gros dépourvus d'utilité et qui donc ne mettent pas en péril la vie au quotidien. J'espère que vous avez compris. La deuxième grande différence de la dette dont je vous parle, c'est qu'il n'est pas dans l'obsession du donataire de rembourser la dette, ce qui nous est aujourd'hui infligé au quotidien,
mais au mieux de l'équilibrer et si possible de la renverser. C'est-à-dire de rendre plus ou de redonner plus que ce que l'on a reçu. Et à partir de là, en renversant la dette, on renverse le rapport social. C'est-à-dire que le donataire initial se retrouve en situation de donateur et que le donateur initial, se retrouve en situation de donataire. Donc ceci produit des sociétés infiniment plus fluides que celles dans lesquelles nous sommes, des sociétés dans lesquelles les situations ne sont jamais définitivement crispées sur des rapports immuables, mais au contraire où chacun est en mesure, ou est possiblement en mesure de renverser la table, comme on dit chez nous. Donc, le système de dette qu'on a dans ces systèmes de dons, dans lesquels je vois, ça peut être discuté, mais pour ma part, un paradigme totalement différent du système de marché dans lequel nous vivons, ces dettes-là ont l'avantage d'être extrêmement fertiles dans la vie sociale et extrêmement actives pour que les positions sociales puissent se faire et se défaire. Je ne fais pas de l'angélisme, et celui qui vit la dette vit une situation qui, de toute façon, est une situation de dépendance. Mais elle ne met pas en péril la vie des gens, encore moins la vie des États, et elle porte principalement sur des questions, oui, comme je le disais, des questions d'honneur. Une notion que nous avons peut-être perdue ici dans les bagarres de chiffonniers que se livrent les États et les banquiers. Merci beaucoup. Alors je vous rappelle que les micros circulent. Moi je voudrais réagir, comme on dit, rebondir, comme on dit, tchouk, je rebondis, sur ce que vous venez de dire. Je comprends que vous avez été un peu déçu par ce film, enfin déçu, c'est peut-être non pas déçu, mais vous avez dit au fond c'est peut-être pas tellement mon truc ce film, l'un et l'autre. André parce qu'il n'y trouve pas son compte et Monsieur Dupuis parce qu'il dit bah, c'est pas mon truc, moi je suis anthropologue, voilà. Alors André Orléans parce qu'il est trop économiste et moi parce que je ne suis pas assez. C'est ça, merci de résumer les choses comme ça. Alors du coup, je me dis quand même que la dette c'est un truc. Est-ce que cette relative distance par rapport au film, moi, j'ai parlé de politique tout de suite quand j'ai vu ce film, mais peut-être que j'ai eu tort. Est-ce que cette relative distance vis-à-vis de ce film, est-ce que ça tient au capitalisme sorcier, comme André l'a évoqué, c'est-à-dire un capitalisme, tu as dit, très inégalitaire, culpabilisant, etc., que je pourrais appeler sorcier, d'une part, et quel est son rapport avec ce que Francis nous a développé, c'est-à-dire cette lutte qui pourrait être très stimulante et fertile pour le don. C'est-à-dire, est-ce que je peux rendre plus qu'on m'a donné au nom de l'honneur? Est-ce que ces deux choses sont en rapport? Je ne sais pas si ma question est très claire, mais ça m'étonnerait. Mon but étant de dire où est exactement le problème de la dette. Parce que ça, vous ne l'avez pas dit tous les deux, soit parce que vous l'avez rejeté, pour de bonnes raisons sans doute, mais est-ce qu'il y a un problème de dette, au-delà de tout ce qu'on nous raconte pour nous culpabiliser, etc. J'ai bien compris qu'il y avait de la blague là-dessous, hein, mais est-ce que, dans le fond, il y a un vrai problème de dette, au-delà de ce que vous avez dit, ou en deçà, je ne sais pas, parce que moi, si on me parle d'honneur, j'avoue, ça me fout la trouille. Je ne suis pas espagnol, alors l'honneur, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Quand vous le perdez, vous savez ce que c'est? Peut-être, mais alors du coup, est-ce que je le saurais si je ne sais pas? Et d'accord, mais bon, ça me fait un peu peur, ce mot d'honneur. Et donc, ma question, alors, la voilà, c'est en quoi la dette est-elle un problème? Enfin, ce concept ou cette réalité, je ne sais pas trop si c'en est un ou une, est-ce que c'est un problème?
Voilà ma question, excusez-moi. Alors attendez, parce qu'on a l'habitude peut-être de ramasser les questions avant, comme ça vous donne le temps de réfléchir. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, alors j'ai oublié de dire que nous avons Monsieur le maire parmi nous. Attention, soyez très sérieux, parce que c'est un type qui a posé des questions très sérieuses. Non, je ne vais pas poser des questions, si vous voulez bien me donner la parole, mais moi je voudrais dire que le film, j'ai trouvé que c'était un film très intéressant et assez bien fait. Parce qu'il explique très bien, en peu de temps, quand même, tout ce qui s'est passé depuis l'arrêt de la convertibilité du dollar, depuis les années 70. Il n'évoque pas toutes les crises une par une, mais il évoque assez bien ce qui s'est passé. Et il y a une question qui pose, surtout depuis la crise de 2008 et depuis la crise des dettes souveraines, la crise de la dette grecque. C'est est-ce qu'il y a une question qui pose très clairement, et beaucoup d'intervenants la posent, c'est est-ce que chacun doit continuer à gérer sa dette de son côté, ou est-ce que nous devons être solidaires face au problème de la dette? La question qui est moins posée, mais qui est un peu qui est liée, c'est par rapport au traité de Maastricht, c'est le fait que le traité de Maastricht a privilégié l'aspect monétaire, l'union monétaire, mais qu'il a laissé de côté l'autre volet qui aurait dû être l'union économique, c'est-à-dire le fait de se doter d'un certain nombre d'outils qui permettent effectivement de mieux maîtriser l'économie et la finance, et qui continuent à nous faire gravement défaut aujourd'hui. Mais moi, ce que je voudrais dire, donc moi je considère que ce film a posé, et que les gens qui sont intervenus dans l'ensemble ont posé les bonnes questions. Mais ce que je voudrais dire, là où je suis très étonné, c'est qu'on est à quelques semaines des élections européennes et que personne, parmi les candidats en présence, ne pose ce problème de la dette, alors qu'à mon avis, c'est un problème central dans les affaires européennes aujourd'hui. Vous avez compris, c'était un homme politique. Et une chose en particulier, parce que ça a été évoqué, on n'a pas parlé de Jacques Delors, mais Jacques Delors faisait partie de ceux qui, les premiers, ont proposé qu'il y ait une certaine mutualisation de la dette. Et moi, je voudrais dire une hypothèse qui me paraîtrait intéressante, une chose qu'on ne souligne pas, c'est que aujourd'hui, l'Europe, en tant que telle, l'Union européenne, n'a absolument aucune dette. Elle a 0 euro de dette. Et que ce sont les États qui ploient sous des dettes absolument monumentales et qui n'arrivent pas à surmonter avec le fait d'emballement de la dette au-delà d'un certain seuil qui fait qu'on ne contrôle plus l'évolution de la dette. Et moi, je pense qu'effectivement, la question qui mériterait d'être posée, c'est comment on peut, à l'échelle de l'Europe, je trouve que ça devrait être une des questions au cœur du débat aujourd'hui, si on parlait vraiment des vrais enjeux de la construction européenne, c'est de voir comment l'Europe peut reprendre à son compte une partie de la dette. Et moi, je fais une proposition, c'est que l'Europe reprenne toute la partie de la dette des États qui est au-delà des fameux 60%. Ça serait pas neutre. Alors ça obligerait évidemment à transférer à l'Europe un minimum de ressources, parce qu'il faudrait que l'Europe assure la charge de cette dette. Ça pourrait se faire notamment avec une imposition sur le capital, ça a été évoqué, un impôt progressif. Mais ce qui serait important dans cette affaire, c'est qu'on remettrait les compteurs dans une situation telle que pour les États, les dettes seraient à peu près gérables et que l'Europe, globalement, serait solidaire de l'ensemble des États et de l'ensemble des dettes. Voilà. D'accord. Et je regrette que ce débat, on ne l'ait pas aujourd'hui. D'accord. Vous avez compris, un homme politique, c'est un mec qui pose une question et qui a la réponse. Je voudrais poser une question. On parle. Oui, celui-ci. Attends, pardon. Oui. Ah ben j'ai le micro, donc mais c'est très court. Oui, non, mais bien sûr. C'est très court. On parle de l'Europe et chaque pays est noté. Il y a des agences de notation. Quelles sont ces agences de notation qui donnent des AA, des BB, des ceci, des cela? Et pourquoi, justement, ils ont le droit de dire un pays doit payer tant d'intérêts, de taux d'intérêt, d'autres moins, etc., etc. Très bien. Vous notez les questions, hein, c'est bon? Je les note, oui. Ensuite. Oui. Le sens du temps.
Oui, donc je Vous vais avez intervenir, beaucoup de pardon. Dans ce film qui est très bien fait, il manque quand même deux choses. On ne parle jamais de l'intérêt de la dette. Parce qu'on parle, bon, éventuellement de supprimer une partie de la dette et tout, je veux bien l'entendre, mais il y a une autre solution aussi, ça serait de ne pas faire payer les intérêts de la dette aux États. Par la France, c'est environ 60 milliards d'euros chaque année, je pense, que ça représente. Multiplié sur 10 ans, ça fait 600 milliards d'euros. C'est-à-dire, si on calcule bien, ça représente un quart, un peu plus d'un quart du produit intérieur, on va dire, brut. C'est conséquent. Imaginez cet argent investi dans le PIB de la France est 3 000 milliards. Oui. C'est ça, en gros. J'étais sur 2,4 millions. 2,4 millions. 2,4 millions. Et oui, 2400 milliards. Oui, 2400 milliards. 2400 milliards. Mille excuses. J'y arrive pas tout à fait, mais je les ai bientôt. Oui, non, mais puisqu'on a atteint pratiquement les 100% donc, du produit intérieur brut. Donc, au niveau rien que des intérêts, c'est 60 milliards. Multiplié par 10 ans, je vous disais, donc au bout d'un certain temps, on aurait déjà, et avec ce pognon-là, ce pognon de dingue, on va dire, pour un certain, donc on pourrait faire beaucoup de choses pour l'hôpital, pour les services publics, puisqu'on a manque, on a de gros soucis à l'heure actuelle avec les services publics, l'éducation nationale, et j'en passe, les hôpitaux, bon, aussi au niveau des transports, l'écologie en particulier, voilà. Donc on a beaucoup de choses à faire. Et le deuxième élément qui aussi... Attends, la première question, c'était quel est l'intérêt Il faudrait parler de l'intérêt de la dette. Oui, les intérêts de la dette que les États payent chaque année, qui représente environ 60 milliards, pour la France, 60 milliards d'euros. C'est conséquent. Imaginez avec 60 milliards de plus ce qu'on pourrait faire pour les hôpitaux, pour l'éducation nationale, et ainsi de suite. Voilà. Et ça, c'est pas dans le film, c'est un peu dommage. Vous proposez de ne pas payer ces intérêts. Exactement, bien sûr. Parce que là, se passer de la dette, ne pas la payer, on va dire, c'est un peu dur d'entrer. Mais les intérêts, on peut peut-être obtenir satisfaction de ce côté-là. Voilà. Okay. Et il y a un autre élément que je voulais dire, qu'on ne voit pas dans ce film, et pour moi qui est très important pour demain, je vais intervenir là-dessus, c'est cette spéculation qu'il y a, qui est très grave, puisque c'est la nourriture, c'est sur les céréales et tout. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens qui déjà vendent leurs céréales qui seront produites en 2020 ou 2021, sachant qu'on ne sait pas ce qu'ils vont produire, puisqu'on ne sait pas si climatiquement ce sera possible ou pas. Imaginez où on en est au niveau de toute cette spéculation. Voilà, mais écoute, j'étais un peu trop long, je sais. Non. Mille excuses. Merci. Pas d'autres si. Une question ici sur le devant, Philippe. Mais il n'a pas le micro, le pauvre. Ah, c'est Sophie qui va te le passer. J'avais une question pour Monsieur Dupuis, parce qu'on a eu beaucoup de questions purement économiques, à part la première de Gilles. Le mot dette, donc en allemand c'est Schuld, coupable. Enfin, voilà. Et est-ce que, en tant qu'anthropologue, je ne sais pas sur quel terrain vous avez travaillé en fait. Est-ce que vous... Merci. Quels sont les mots qui sont utilisés pour ce don que vous avez évoqué et peut-être comment peut-on expliquer que les Allemands utilisent ce terme de culpabilité alors qu'en français c'est devoir, c'est pas tout à fait la même chose, et en anglais c'est debt aussi, je pense. Donc est-ce que vous... voilà, c'était une question par rapport à l'étymologie, à l'utilisation des mots pour changer un peu de l'économie. Merci. Très bien. Passer donc à la linguistique. À vous. Allez-y, cette fois-ci on y va. Je commence. Oui. Alors, je suis bien d'accord avec ce que vous avez dit sur la spéculation. Et c'est dans ce sens-là que hier, on parlait de la question de la définanciarisation. En effet, je suis tout à fait favorable à ça. Simplement, on voit que ces
je suis un peu gêné parce que je suis 1000 fois d'accord avec ça, mais la question est celle des rapports politiques. Et c'est ça que j'essaye de dire tout à l'heure en disant que il y avait un système avant, il a été démantelé et il y a des forces qui existent. Et la question, c'est plutôt que ces forces sont si puissantes qu'on ne voit pas que, même par exemple, la question, c'est une très bonne réforme qu'on voulait, c'était la différence entre les dépôts, les banques de dépôt et les banques d'affaires. Ça pouvait même sembler encore plus simple, d'une certaine manière. Eh bien, on ne l'a pas obtenu. Hein. Donc, vous voyez bien que, voilà, je ne sais pas comment penser autrement le problème. C'est pour ça que je suis toujours très gêné que sur les questions de qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Parce que j'ai ce sentiment que, voilà, oui, il y a plein de choses qu'il faut faire, mais elles demandent des transformations tout à fait considérables. On ne pourra pas juste dire qu'on va supprimer la spéculation sur les céréales. Il faut qu'il y ait un changement. La validation et la légitimité de la spéculation, elle vient de très loin. Elle est constituée depuis 30-40 ans et elle fait corps avec le système financier lui-même. Donc c'est lui qu'il faut remettre en cause. Mais vous avez raison, hein, je pense comme vous. Tu dirais la même chose pour l'intérêt de la dette si on Oui, je vais y revenir. Et donc, effectivement, affamer des populations en augmentant, je suis d'accord avec vous. Et de même pour les intérêts de la dette. Mais vous avez dit les intérêts de la dette, il ne faut pas s'arrêter aux intérêts de la dette. On pourrait penser, vous avez vu, il y a un député qui a montré qui possède la dette. Hein, et on voit quand même que c'est massivement par les gens les plus riches. Donc par exemple, on pourrait faire un impôt sur la fortune, je ne sais pas moi, vous voyez, ce genre de choses. Ou bien et penser aux paradis fiscaux. Pensez vos 60 milliards à côté des 180 milliards de fraude fiscale, on pourrait encore acheter construire beaucoup plus d'hôpitaux et les impôts des grandes entreprises. Donc, comment dire, voyez mon désarroi en quelque sorte. Je ne sais pas comment le dire autrement, c'est-à-dire qu'on peut faire ça, on doit le vouloir, mais c'est pas, en quelque sorte, voilà, c'est ça que je veux dire. Ça me semble pas une question technique, en quelque sorte. Comme quoi, moi, en tant qu'économiste, j'aurais une réponse à cette question technique en disant oui, pour telle raison, etc. Non, je ne crois pas que ce soit une question technique, c'est une question de formation du système, de transformation du système, et c'est dans la transformation du système que les choses se dénouent. Et donc, en fait, j'ai pas vraiment, en tant qu'économiste, j'ai pas grand-chose à dire, sinon à vous soutenir, mais je n'aurais pas, par mes outils d'économiste, si j'en ai, de quoi vous aider particulièrement. Les agences de notation ? Oui, je vais passer vite, c'est ça. Alors, les agences de notation, donc, ce sont des agences privées. Hein, il y en a 3 grandes, Standard & Poor's, excusez-moi, ça me saute. Voilà, et Fitch. Oui, en effet, ce sont des entreprises privées et on comprend bien, ils vont de pair avec la question financière. Les marchés financiers de dette, si vous voulez, comme d'ailleurs en général dans les marchés financiers, le gros problème des financiers, c'est d'avoir de l'information sur la valeur de leurs titres. Et donc, quand vous avez, par exemple, c'est la même chose quand vous avez une action, pour savoir si vous allez acheter une action de telle entreprise ou de telle autre, il vous faut des analyses, des informations. Et d'ailleurs, les agences de notation donnent des informations de la même nature sur l'ensemble des produits financiers. Donc, c'est des structures qui sont censées donner de l'information, mais qui après, par un mécanisme, on l'a bien vu dans la crise des subprimes, par un mécanisme d'autoréalisation, en fait, elles semblent s'informer, mais en fait, elles guident le marché, parce qu'une fois que vous avez changé la notation, évidemment, ça a des effets massifs sur les marchés. Donc, en quelque sorte,
Alors, elles ne forment pas, à proprement parler, les taux d'intérêt. En fait, elles ont vous avez raison, elles ont un effet très fort sur les taux d'intérêt, mais simplement, elles donnent des notes. Elles ont un système de notes et elles donnent des notes, évidemment, quand on dégrade ou quand on augmente, ça a un effet tout de suite mécanique sur le taux d'intérêt. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Sur la question de la mutualisation des dettes, de la solidarité, j'ai un peu la même réponse que précédemment. Ça me semble être des très très bonnes idées. Il faut mutualiser. Je pense qu'il faut beaucoup plus de solidarité dans l'Europe. Mais quand je regarde, par exemple, l'Europe là qu'on nous montre, la première chose qui me frappe, je ne sais pas si ça vous frappe, vous, mais c'est qu'ils parlent tous anglais. Ils parlent tous anglais et bientôt l'Angleterre ne sera pas dans l'Europe. Donc le seul point qu'ont les Européens, c'est une langue qui ne leur appartient pas. C'est vous dire à quel point on est solidaires les uns des autres. Un premier point qui me paraîtrait assez intéressant de solidarité, c'est par exemple d'apprendre des choses qui seraient plus simples que la mutualisation des dettes. C'est par exemple qu'on apprenne les langues de nos voisins, au moins un minimum qu'on apprenne les langues de nos voisins. Donc, donc oui, j'aimerais beaucoup qu'il y ait plus de solidarité, mais je vais vous annoncer un scoop, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver parce que l'Europe, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, on n'aura pas de mutualisation des dettes. Même si ça serait souhaitable, et ça serait souhaitable qu'il y ait de la solidarité, on serait vraiment beaucoup mieux. Sur la dette, est-elle un problème ? Elle est. Alors, c'est une question. C'est vrai que c'est une bonne question. Les questions les plus simples sont toujours les meilleures. Alors, tu m'as un peu désarçonné. J'espère que mon voisin aura des réponses à dire. Mais je dirais que oui, elle est un problème dès lors qu'elle crée un rapport de soumission. Et c'est vrai que quelqu'un rapportait ça à propos de Rome ou la Grèce avec l'esclavage par endettement. Bon, on n'en est plus là. Mais il y avait d'autres. Ah, c'était là-dedans. Et il y en a d'autres. C'est vrai que le rapport d'endettement se transforme en un rapport de soumission. Et on le voit bien sur la question des marchés financiers et de la dette publique. C'est vrai que les conditions de la dette publique aujourd'hui sont très bonnes et on peut s'en féliciter. Les taux d'intérêt sont très bas et en fait, comme l'a dit certains, on devrait dépenser beaucoup plus avec des taux d'intérêt aussi bas. C'est quasiment de l'argent qui nous est donné. Mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Les taux d'intérêt augmenteront et on sera soumis au fait qu'on doit se financer et aux financiers, aux créanciers qui sont nos créanciers. Donc le rapport de dette et de ce point de vue-là, peut conduire à ces situations. Alors il y avait c'est Keynes qui a été cité quelquefois, pas forcément tout le temps très bien, et qui disait que, à propos de ces questions d'endettement, il disait si vous devez 1 000 € à votre banque, vous avez un problème. Si vous devez 1 million à votre banque, elle a un problème. Et donc c'est vrai que les rapports de financiers peuvent être un peu plus subtils que ceux que je décris. Mais je dirais, et ça, Francis Dupuis l'a expliqué pour les dettes avant, c'est aussi des relations. La dette, c'est aussi des relations économiques. Donc, c'est pas forcément. Ça fait partie des relations économiques, des contrats. Donc, il y a un peu des niveaux à ne pas dépasser. Vraiment, ma réponse est très très modeste. Hein. Donc, je dirais qu'à partir de certains moments, oui, ça peut devenir un problème, mais c'est pas d'une originalité extrême. Merci. Je vais essayer de me répondre, c'est peut-être beaucoup dire, en tout cas à côté comme d'habitude. Je vais partir de la question initiale, y a-t-il un problème de dette ? Oui, je pense qu'il y a un problème de dette, effectivement, mais je le répète, pour moi, la dette n'est pas un problème. Reste à savoir de quelle dette nous parlons. Celle-là, oui. Et celle-là, elle pose un gros problème, parce qu'elle a inversé au moins 2 rapports. Il a été question tout à l'heure, à plusieurs reprises, de la culpabilité. Elle a déjà inversé ce rapport entre le coupable et la victime, à savoir que dans ce type de dette,
ceux qui vivent la culpabilité ne sont pas ceux qui ont provoqué le désastre, mais ceux qui le subissent. Ce qui est tout de même, du point de vue moral au sens large, un petit peu fort. Le deuxième rapport que cette dette a inversé, c'est le rapport entre le politique et l'économique. Alors, c'est un lieu commun de dire que le politique a perdu la main depuis longtemps. Force est de reconnaître aussi que c'est quelque chose de l'ordre de la servitude volontaire, au départ du moins. Mais oui, le politique a rendu les armes devant le financier, oui. Donc à un moment donné, il va falloir peut-être rendre des comptes dans tous les sens du mot. Mais ces deux inversions de rapport ont un surcroît de dangerosité et d'effets négatifs, c'est que ça semble être des rapports inversés, mais qui se pérennisent dans leur inversion. À aucun moment ces systèmes ne donnent l'espoir de renverser les choses. Or, la dette dont je vous parlais tout à l'heure, dans les systèmes auxquels je faisais allusion, donne au moins la possibilité, la soupape, de délier le lien de dépendance. Car la soumission dont il a été question tout à l'heure, c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est qu'à un moment donné, on n'arrive pas à renverser le rapport de force. Je crois qu'il a été... Est-ce que tu peux préciser cette affaire d'une dette primitive qui serait révolutionnaire est peut-être un grand mot, mais enfin capable de révolution, capable de renversement, tu dis, ce qui n'a pas lieu ailleurs. Tu dis, on peut renverser le rapport du... Oui. Hein, c'est ça? Oui. Et plus peut-être, du coup, en prolongation de cette affaire, est-ce que cette dette est un invariant anthropologique? Oui, c'est un invariant en anthropologie, sauf qu'on ne parle pas, encore une fois, partout de la même dette. C'est de ça que je parle. La dette dont je parle dans les systèmes dits du don, c'est une dette qualitative et non pas quantitative, c'est-à-dire étalonnable par un équivalent monnaie, équivalent universel. Et donc la dette dont parlait Graeber, par exemple, elle n'est pas de ce type-là, selon vous. Il parle à un moment donné en Mésopotamie. Ou... Ça, en Mésopotamie, je ne sais pas. Moi, oui, c'est ça. Donc c'est pas. C'est une dette entre marchands, mais la dette dont nous parlons ici, elle commence avec un rapport marchand, et ce rapport marchand devient un rapport financier. La dette dont je parle moi, elle ne s'inscrit pas dans un rapport marchand parce qu'elle n'a pas lieu entre des biens qui ont le statut de marchandise. C'est très important à comprendre. Nous manions inconsciemment tous les jours des biens qui ont un statut particulier. Ce sont des marchandises. Pourquoi ce sont des marchandises? Parce que tous les biens que nous avons et que nous agitons trouvent un équivalent en argent. Du matériel et même de l'immatériel, notre travail est une marchandise. Et on parle du marché du travail. Donc l'équivalent de notre travail, c'est, paraît-il, le salaire. Je reste persuadé que c'est l'équivalent d'une partie de notre travail, mais enfin bon, c'est notre débat. Non, mais c'est important de dire une partie parce que, si j'ai bien compris, la dette qualitative dont tu parles, c'est comme disait Philippe, c'est notre devoir, et au fond, nous n'avons jamais pensé à quantifier notre devoir. Par exemple, je vais dire un truc, mais je dois la vie à mes parents. Voilà, ça c'est une dette. Je ne vais pas dire, donc je vous dois 1000 balles. Quoi. Hein, mais le mot devoir en français a encore double sens. Vous devez faire quelque chose et vous devez quelque chose. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Alors, la question qui a été posée tout à l'heure, c'était de savoir dans quels termes vernaculaires pouvait s'exprimer la notion de don. Moi, quand je parle de système de don, je fais référence là à une modélisation, enfin, disons un concept. Cet équivalent, enfin ce terme ne trouve pas forcément d'équivalent dans les sociétés dont je parle. Mais il y a un terme pour désigner la somme de rapports sociaux
qui se déroule dans le cadre de ce que les anthropologues appellent le don. Le premier exemple, je ne vais pas vous faire un cours d'anthropologie, mais le premier exemple qui est venu à la connaissance des anthropologues, c'est, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est ce qu'on appelle le potlatch. C'est un terme archi connu qui a été déformé dans son sens de toutes les façons et qui est connu des anthropologues depuis les travaux des années 1880 par un des pères fondateurs de notre discipline qui s'appelait Franz Boas, allemand devenu américain. Et précisément, ce système de don contre don qui se déroule, et qui se déroule toujours dans une frange de société qui s'étalonne sur la côte ouest du Canada et jusqu'à l'Alaska. Franz Boas l'a d'abord analysé avec un ethnocentrisme total, en y voyant la symétrie de notre système bancaire. Or, ce n'est pas la symétrie de notre système bancaire, c'est précisément la forme inversée. Mais ça, il a fallu beaucoup de travail aux anthropologues pour arriver à comprendre que le don et le prêt, je répète, ça n'est pas la même chose, c'est même le contraire l'un de l'autre. Et Boas avait commis l'erreur de voir dans le don, potlatch, une forme de prêt. Alors, donc, il faut aller voir précisément dans chaque société le terme qui rend la chose, mais encore une fois, quelle que soit la forme locale, on arrive à des systèmes formalisés dans lesquels, je répète, le lien de dépendance est un lien que l'on peut délier. Donc il y aurait quelque chose de rebelle dans la dette, c'est génial. Oui, pardon. Je voulais poser une autre question, comme on a ici un anthropologue, et Graeber est un anthropologue aussi. Oui, absolument. Et une de ses grandes thèses, c'est la question du jubilé. Donc, en fait, c'est-à-dire la suppression des dettes. C'est ce qu'il a dit là. Oui. Et donc, ça ne s'applique pas du tout à ce que vous analyez, ou ça a un rapport avec... c'est pour d'autres formes de dette, le jubilé. Qu'est-ce que vous diriez ? Mais oui, enfin, je pense que son souhait est aussi de l'appliquer à la dette financière. Oui. C'est bien son programme. Oui. Moi, je ne vous parle pas d'annulation de la dette, je vous parle de renversement de la dette. Et ça, c'est possible, ça serait éventuellement possible dans notre système, j'en doute fort, si le politique reprenait la main. Au lieu de ça, dans la dernière crise bancaire, qu'est-ce que nous avons vu ? Nous avons vu les États voler au secours des banques. C'est-à-dire le gibier en train de réanimer le chasseur. Dans le rapport entre l'économique et le politique, c'est bien ici un système économique dont il est question. Mais on nous dit que ça doit se faire comme ça au nom d'une certaine rationalité économique. Mais ceux à qui on demande de payer les dégâts de ce système économique, ce sont les agents politiques dans leur forme constituée, c'est-à-dire les États. Il y a un problème là. C'est-à-dire qu'on joue sur la dissymétrie dans la nature des acteurs en présence. On ne peut jouer à ce jeu-là qu'entre égaux. Or, entre le politique et l'économique, on a déjà établi la dissymétrie. Oui, c'est ce que dit Maryse dans le film en disant avant c'était les débiteurs qui étaient les patrons, voilà. et maintenant ce sont les créanciers. Quoi. Voilà. Un autre wagon de questions. Oui. Moi, j'ai une question parce que je trouve que le film, comme on voit, et ce soir, nous porte plus sur justement des questions d'ordre sociétal, enfin de réfléchir peut-être, puisque là on est lancé. Donc, qu'est-ce que c'est que l'argent au sens, je ne sais pas, de la manière dont ça organise la société et bon, en fait, in fine, la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'on peut imaginer une société qui ait une forme d'argent et qui soit quand même pas inégalitaire, et qui ne repose pas sur des rapports de force qui impliquent une forme d'inégalité. Est-ce
parce que c'est pas fondamentalement à ça que sert l'argent. Enfin, peut-être chacun de vous deux, vous aurez une version différente ou une approche différente. Et d'une certaine manière, avec tout ce qu'on a un petit peu dit jusqu'à maintenant, si l'argent tel qu'il quantifie et non pas tel qu'il qualifie, enfin, c'est-à-dire si on a pu imaginer des sociétés dans lesquelles il y avait des actes sociaux qui permettaient de se mesurer, de mesurer sa valeur, je ne sais pas, au sein de la société, ce qui est peut-être fondamentalement humain, de montrer dans une société qu'on est capable, qu'on est digne de confiance, digne d'intérêt. Et fondamentalement, est-ce que ces choses-là peuvent se quantifier? Et nous, on est clairement dans un système où le fait, comment dire, la confiance, la valeur de l'argent repose sur la confiance et la fait de pouvoir obtenir un prêt est aussi basé sur le fait que les personnes ont confiance dans notre capacité à rembourser, ou plutôt donc on rentre dans un régime de méfiance ou de confiance qui est réellement quantifiable très précisément. Moi, mon impression, c'est que c'est à ça que sert l'argent, c'est-à-dire à décider très précisément qui en a, qui n'en a pas. Donc, s'il y a une manière de compter, il faut bien que ça serve à délimiter ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas. Donc, c'est forcément, ça repose sur des rapports de force et d'inégalité. Et donc, ça, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Mais là, une des choses que je trouvais intéressantes dans le film, par exemple, donc c'était Bernard Maris, qui à un moment dit voilà, ça suffit, les cigales, ça suffit, maintenant il faut payer, avec tous ces gens qui parlent du fait qu'il y aurait une forme de faute dans le fait de ne pas avoir assez travaillé. Par exemple, les Grecs, ou la Grèce, mais aussi d'une certaine manière, les Grecs, les pays du Sud, sont des paresseux qui ne travaillent pas assez, alors qu'il y en a qui se serrent la ceinture. On sait tout ça, alors qu'on sait aussi que ceux qui travaillent le plus, ce sont les pauvres. Et que par ailleurs, ceux qui bénéficient de la misère de ceux qui se retrouvent à devoir travailler plus, à faire des horaires qui sont impayés, à devoir se serrer la ceinture, ce sont ceux qui ont déjà de l'argent. Donc en fait, il y a comme une hypocrisie de dire en fait, nous on a économisé. C'est un peu ça que Marx parle d'autre chose quand il parle de l'accumulation primitive. Il dit cette espèce de grande légende comme quoi il y en aurait qui auraient économisé, alors qu'en fait ils l'ont arraché aux autres et ils l'ont pris par la force. Et donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est que ce film pose aussi la question de ce sur quoi repose le système. Et est-ce qu'à un moment, des gens qui se révoltent et qui disent en fait, nous, on refuse de payer cette dette parce qu'on n'a pas choisi ce système-là, on ne s'est pas mis d'accord pour être dans cette situation, donc on va aussi contrer la force avec peut-être une autre forme de force. Moi, je regardais aussi les images d'émeutes à Athènes. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une perspective future pour réorganiser la société ? Oui, une autre question ou non ? Oui, j'avais deux questions. D'abord, est-ce qu'on peut faire un impôt sur les créanciers ? Voilà. Sinon, je voulais... En tout cas, je trouvais qu'il y avait des... Il faut les trouver. Oui, c'est ça. Et ben, du coup, c'est aussi l'autre question, c'est-à-dire à qui va la dette ? Où je crois qu'il y a quelque chose quand même qui est toujours pas clair, en tout cas pour moi qui est toujours pas clair, et où est l'être humain ? Donc je pose la question à l'économiste et à l'anthropologue. Parce tu veux dire à qui on rembourse les dettes, c'est ça ? Oui, et au-delà de ça, entre le système, en fait, finalement, qui est assez abstrait et ce qui déshumanise. Il me semble qu'il y a quelque chose qui déshumanise beaucoup dans ces systèmes-là, où on ne sait plus... Est-ce que ça va à quelqu'un ? Pourquoi ? Il n'y a plus de sens, il n'y a plus de temporalité. Peut-être que qu'une différence entre le don et la dette, c'est que le don, il y a eu un don à un moment donné, peut-être qu'on doit rembourser, rendre quelque chose, mais une dette, ça plonge dans quelque chose aussi de suspendu. Et là, on a l'impression que cette dette, on ne peut pas en sortir. Il y a quelque chose de continu. Voilà, je vous laisse vous débrouiller avec ça. Merci. Une question là. Moi, je voulais juste poser une question par rapport à l'appréciation de la gloutonnerie de l'homme, parce qu'on a l'impression, quand on voit le film, quand on vous écoute, que Bernard Maris dit on est des cigales, on a tout bouffé,
On sait aujourd'hui qu'au bout de 3 ou 4 mois, on a bouffé tout ce que la planète peut nous procurer pour l'année qui suit. Est-ce que la dette, finalement, c'est pas l'homme, enfin voilà, qui en veut trop et qui, du coup, consomme plus que ce dont il n'a besoin? Et voilà, ma question. C'est pas mal déjà, on peut commencer par ça. C'est ça, oui. C'est là, il y a un invariant anthropologique, c'est la cupidité humaine qui bouffe de toute façon. Alors, je commence. Alors, sur la première question, sur le rapport entre argent et inégalité, qui est en effet une très très bonne question. Là, pour moi, je reprendrai assez le point de vue de Marx sur cette question. Alors, chez Marx, il distingue 2 rapports sociaux qu'il ne confond pas. Le rapport marchand, c'est-à-dire le fait qu'on produise des marchandises, c'est-à-dire, en fait, essentiellement le fait qu'il y a des producteurs isolés qui ont entre eux des objets qui doivent s'échanger. Et il met de côté la question de savoir comment on les produit. Donc on peut les produire, dans le capitalisme, on les produit en achetant la force de travail, et il y a du travail salarié, mais il peut y avoir d'autres formes de production. Et donc, si on suit le point de vue de Marx, il dirait que ce n'est pas tellement l'argent qui est producteur d'inégalités, mais les rapports de production. C'est le salariat, la féodalité, l'esclavagisme, c'est-à-dire cette manière de produire qui est vraiment fondamentale. Alors, on pourrait citer d'ailleurs un cas, en quelque sorte, de sociétés qui sont purement marchandes, c'est-à-dire dans le cas où ce sont des artisans et des fermiers qui produiraient sans travail salarié. C'est ce qu'on appelle dans le marxisme la petite production marchande. Donc il y a un cas où il n'y a pas de salariés, mais il y a de la marchandise. Un des exemples types qui est donné, c'est les colonies nord-américaines, donc avant 1800, quelque chose comme ça, qui était une population... c'est beaucoup plus mélangé, mais disons, grosso modo, il y avait pas mal d'artisans et de fermiers. Et donc là, on a un système qui est en effet un système assez égalitaire, car chaque famille, en quelque sorte, essaye de conserver son autonomie. Donc on pourrait dire qu'il y a une certaine forme de déconnexion, je crois, entre l'argent et l'inégalité, avec cet autre point que diraient les marxismes, par exemple Lénine avait écrit là-dessus, c'est le fait qu'ils pensent que ces sociétés égalitaires qu'on appelle la petite production marchande sont des sociétés fondamentalement instables parce qu'elles débouchent continuellement sur le capitalisme. Et c'est pour ça qu'avec la nouvelle économie politique, là, après la révolution bolchevique, en fait, ils ont été très sensibles quand on commençait à avoir des fermiers riches, de voir cette reproduction du capitalisme en cause. Donc je pense qu'abstraitement, on peut les différencier, mais qu'il est très difficile d'imaginer dans le futur un autre mode de production qui est l'argent et de l'égalité. C'est un point qui est un peu délicat. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus. Sur la question des cigales, etc., je pense que ma réponse, ça serait ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que dans le capitalisme, il y a continuellement une nécessité de légitimer sa domination et qu'une des modalités, c'est dire vous êtes ce que tu as raconté très bien, c'est-à-dire ceux qui sont en fait très riches disent aux autres, mais vos salaires sont trop élevés. Enfin, il y a quelque chose de toujours un peu horrible et dégoûtant de voir des gens qui sont très très riches, enfin des fois très riches, des hauts salaires, dire mais vous gagnez trop, il faut baisser le SMIC. Donc c'est pas une nouveauté, c'est le cœur du système et ça fonctionne comme ça. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis dit que vous avez vu la déclaration du président grec qui demandait de l'aide à la Troïka, et c'était sur fond d'un petit village de pêcheurs auprès de la mer, genre Saint-Tropez, et je me disais, quand Merkel et les Allemands voient ça, ils doivent être fous furieux en train de se dire, on va leur donner de l'argent à eux, et qu'ils vont à la plage tout le temps. Donc, ça serait vraiment un problème. Sur la question des impôts, les deux questions, donc sur les impôts sur les créanciers, bien sûr, on peut faire des impôts
l'impôt sur les créanciers. Il y a 1000 manières de le faire. On peut le faire, par exemple, en faisant une espèce de retenue à la source. Ça s'est fait 1000 fois vous avez une retenue à la source quand vous achetez un morceau de créance de n'importe quelle manière, on peut vous retirer un coupon et puis vous avez les impôts sur la fortune. Techniquement, il n'y a aucune difficulté à faire un impôt sur les créanciers, le capital, etc. Alors, sauf que, évidemment, maintenant, ils peuvent s'enfuir. Ça, c'est vrai. Maintenant, il n'y a plus de frontières. Donc, quelqu'un disait ça, on peut changer d'endroit. Évidemment, le régalien a perdu incroyablement de sa puissance. Il ne peut plus les contrôler. Donc, il a ici tout à fait des difficultés. À qui va la dette? C'est une question importante, mais je le prendrai au sens économique. C'est-à-dire, qui est-ce qui la possède? La dette. Et alors, c'est un point important qu'il faut avoir en tête. Vous savez, c'est cette histoire, c'est nos enfants qui vont payer. Il faut bien comprendre que c'est en partie totalement absurde, parce que à la génération suivante, il y a des gens qui vont payer à d'autres. Mais on pourrait tout aussi bien dire, à la génération, il y a des gens qui vont gagner beaucoup d'argent, puisque c'est un jeu à somme nulle. Si on suppose que c'est dans la même population, eh bien, quand vous faites une dette, il y en a qui la possèdent et il y en a d'autres qui la payent. Et à la fois suivante, ils interfèrent. Donc, quand on dit vos enfants vont la payer, mais il y a des tas d'enfants d'autres gens qui vont recevoir l'argent en question. Donc, il faut vraiment se méfier. Alors, le seul point bémol qu'on peut faire intervenir dans ce raisonnement, c'est de dire si c'est les étrangers qui la possèdent, c'est-à-dire si c'est les Américains, les grands fonds de pension. En effet, il y a une ponction qui est donnée vers l'extérieur, et c'est une des raisons pour lesquelles, et notre dette est en particulier grandement détenue par l'étranger. Donc c'est une pression qui nous fonce sur nous, mais c'est bon. Et donc, oui, ça reste un peu vrai. Mais dans des pays, par exemple, comme le Japon, qui a des taux de dette qui nous dépassent grandement, qui doit être de l'ordre de 200%, c'est une dette qui est purement interne. Et donc, les questions politiques se posent de manière totalement différente à partir de l'idée de la dette interne. Sur la question de la gloutonnerie de l'homme, alors, il y a un très bon texte d'anthropologue là-dessus. Alors, mon hypothèse que je vous soumets, c'est que c'est lié évidemment aux rapports capitalistes. C'est les rapports capitalistes qui nous ont appris à on veut plus d'argent, on veut plus d'argent, on veut plus d'argent. C'est donc le capitalisme qui est glouton. Le capitalisme ne peut que croire, il a besoin d'investissement, il a besoin d'accumuler, il a besoin de profit. Donc c'est dans ses gènes. Et alors il y a une très belle preuve, c'est un texte que vous devez connaître de Marshall Sahlins, c'est un anthropologue qui s'appelle Âge de pierre, âge d'abondance, et qui regarde des populations de chasseurs-cueilleurs. Eh bien, les chasseurs-cueilleurs, ils n'accumulent pas. D'abord pour une raison qui est assez simple, c'est qu'ils se déplacent beaucoup. Donc les objets, c'est un truc qui est quand même compliqué parce que c'est lourd, c'est encombrant. Et donc on n'a pas besoin. Donc c'est des populations qui travaillent très peu, très très peu. Ils montent quand ils travaillent 3-4 heures et puis ils préfèrent discuter, etc. Et ça leur suffit entièrement. Donc, ça montre bien que c'est... Et c'est des populations très solidaires, hein, entre eux, justement, avec les systèmes qu'on vient de décrire de réciprocité. Donc, je ne pense pas que la gloutonnerie, évidemment, pour partie, il y a quelque chose comme un naturel humain, mais le naturel humain, il est d'une grande diversité et il peut être adapté et modelé de manière très différente. Donc, je ne penserai pas à ça. Et en effet, il y a une espèce de, je dirais, sur la déshumanisation, c'est une question intéressante. Je dirais que ce qui est quand même particulier dans le capitalisme, c'est le caractère, je dirais, abstrait de la domination. C'est-à-dire qu'on est pris dans des représentations un peu virtuelles qui sont les représentations monétaires, les représentations de profit. Pensez par exemple qu'il y a des gens qui accumulent des actions dont le prix augmente. Mais les actions, si ça sert à quelque chose, c'est parce que tout le monde croit que tout le monde est d'accord pour penser que leur prix augmente. L'action, c'est un symbole de richesse. Donc on est dans des symboles dans lesquels la nature abstraite de la domination fait qu'il y a une certaine forme, je dirais, de déshumanisation. Mais peut-être on pourrait dire la même chose, je ne sais pas, des systèmes antérieurs, parce qu'il y a forcément des représentations symboliques et donc des formes aussi abstraites
ce serait à travailler. Mais je crois que oui, il y a une partie de la déshumanisation, parce que d'abord, l'idée, et j'en aurais fini, l'idée que on ne travaille jamais pour le bien-être. C'est clair que notre système n'est pas fait pour le bien-être. Qu'il y ait une augmentation de bien-être par les marchandises, c'est un peu nécessaire, mais c'est un peu un hasard. Ça se passe comme ça, mais on travaille pour l'argent et le profit. Donc il y a quelque chose de déjà un peu déshumain. On travaille pour le profit. Hein, et on espère que ça fait du bien-être, mais en fait, on encombre, on voit la crise écologique, tout ça est quand même lié à ce type de logique. Bien, je vais repartir de la question de l'argent que vous m'avez posée. Je vais y répondre à ma façon. L'argent et la pauvreté sont deux choses qui n'ont pas forcément à voir. Enfin, si, mais je vais vous expliquer. Je travaille sur, ou plutôt auprès de, deux sociétés en Guyane. Ce n'est pas des sociétés de l'Antiquité, ce n'est pas la Mésopotamie, ce sont des sociétés qui nous sont parfaitement contemporaines. L'une a intégré l'argent depuis un certain temps, presque un siècle, l'autre beaucoup plus récemment. Mais les deux ont pour point commun d'avoir laissé de côté tout un tas de relations sociales et des secteurs entiers de la vie sociale en dehors de l'argent. Par exemple, le travail en interne ne se rémunère pas. Par exemple, la terre, qui est l'outil de production premier, vous ne l'achetez pas, vous ne la vendez pas, parce que vous êtes une famille qui a droit, par la tradition, à l'usage de cette terre. Donc, dans ce type de société, on manie l'argent. C'est une économie qui est en partie monétarisée, mais ça n'est pas pour autant une économie monétaire. Et c'est encore moins une économie de marché. Car pour être dans le marché, il ne faut pas simplement de l'argent. Il faut un système global, ce que Marx, qui a été évoqué tout à l'heure, appelait un mode de production. Et un mode de production, c'est fait, bien entendu, de producteurs, c'est fait de moyens de production, c'est fait de rapports de production d'une certaine qualité, et c'est fait de quelques autres choses encore, mais c'est fait aussi d'une énorme quantité d'idéologie. Car, oui, j'en ai encore un peu, car pour imaginer un monde dans lequel tout puisse être rendu équivalent de ça, croyez-moi, il faut injecter une grande quantité d'idéologie. Donc, le marché, le système dans lequel nous fonctionnons, c'est avant tout une certaine conception, une certaine représentation du monde dans laquelle ensuite nous nous retrouvons tous embringués. Et il y a encore une caractéristique absolument essentielle, et là ça renvoie plutôt à la question de ce que vous avez appelé la gloutonnerie, la déshumanisation, enfin, ces histoires-là. Dans ces sociétés-là, personne ne peut se planquer derrière personne, car les rapports sociaux, ils sont des rapports directs, non médiatisés par des appareils, des formes indirectes de représentation, etc. Et quand vous parlez de la déshumanisation du système que nous avons vu à l'œuvre dans ce film, moi je ne pense pas que ce soit de la déshumanisation qu'il s'agisse. C'est plutôt de l'anonymat qui est en cause. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à identifier qui fait quoi. Lehman Brothers, vous les connaissez, vous les frères Lehman? Voilà. Donc, ce qui fait système-là, c'est la capacité à voiler, à dissimuler le fond des rapports sociaux dans l'incapacité que nous avons à identifier ceux qui en sont les porteurs et les responsables. Et vous avez parlé de perte de sens. Vous savez que le mot sens a deux sens.
il y a le sens signification et il y a le sens direction et le sens giratoire. Alors, je ne sais pas s'il y a un sens dans le système que nous avons vu, au sens signification, mais il y a un sens dans le sens direction. Et la direction, c'est toujours la même, parce que ça va toujours des mêmes vers les mêmes. C'est ça qu'il faut arriver à penser réversible. Excusez-moi, je me répète un peu. Ah non, mais c'est pour ça que les Gilets jaunes sont des ronds-points, justement, giratoires. C'est pour contrer ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vas-y. Oui, je voulais mettre en rapport vos deux interventions et vous poser des questions. Bon, comment on pourrait connecter la définanciarisation avec ce que vous disiez sur ces sociétés, avec le don et la réciprocité? D'abord, première question, est-ce que vous ne pensez pas que dans toute société, il y a une pluralité enfin, en tout cas, dans la société qu'on dit capitaliste, il n'y a pas que du capital et du marché. Hein. Il y a aussi de la réciprocité et il y a aussi de la redistribution. Et dans la société française, il y a de la réciprocité à travers le système de sécurité sociale. Et là, on a un système de symétrie avec des cotisations. Oui. Et ça peut s'analyser, et ça a été analysé d'ailleurs à la MOS comme un système de réciprocité où, avec des changements de position dans les rapports, renversés, quand vous êtes en bonne santé, vous cotisez, quand vous êtes malade, vous recevez. Voilà. Et c'est la même personne qui... Voilà. Bon, alors c'est plus socialisé, mais c'est un système de réciprocité mutuelle, en fait. Les systèmes, même pour les retraites par répartition, par rapport à des retraites par capitalisation. Et là, on a donc le passage possible pour penser une définanciarisation. Alors évidemment, ce n'est pas très en vogue, puisque au contraire, tout le néolibéralisme a été pour but de faire passer des systèmes pay-as-you-go de cotisation, les transformer en capitalisation. Mais ça a résisté encore un petit peu. Et ça peut se revenir, c'est réversible. Là, on a quelque chose de réversible. Alors, c'était ça ma question. Est-ce que dans vos sociétés, est-ce qu'il n'y a que du don? Non, non. Voilà. Vous disiez, il y a des sections de la société où c'est monétisé, et il y a des sections, voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que ce film sur la dette, il isole le sujet, mais c'est dette publique seulement. Hein? Il isole ce sujet et il ne le met pas en relation avec le reste d'une certaine manière. Hein? Et c'est un peu ce que ta critique que tu as fait, André. Bon. Alors voilà, j'en rajoute pas. Oui, alors, les systèmes de dons dont je parle sont précisément une des façons les plus explicites d'appliquer le principe de réciprocité. C'est-à-dire qu'un don doit répondre à un geste en retour. Donc c'est tout le temps dans le va-et-vient. Mais dans ces économies, je parle de mes deux sociétés en Guyane, je répète qu'il y a des pans entiers de la société qui sont laissés à l'écart du rapport monétaire. Et donc à partir de là, sur des biens essentiels pour la vie, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, il n'y a de pauvres et de riches que quand tout est écrasé sur l'argent. Et là, évidemment, il y a ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Mais quand vous laissez de côté un certain nombre de choses, la question de la pauvreté se pose beaucoup moins. C'est aussi simple que cela. Là, chez nous, vous avez parfaitement raison, il y a des enclaves, on va dire, du système global dans lesquelles peuvent s'exercer ou bien la réciprocité ou bien la redistribution. On peut concevoir que le système des impôts obéit plutôt au principe de redistribution, même s'il y a beaucoup à dire et à redire. Mais enfin, bon. Mais la sécurité sociale, effectivement, est l'expression certainement du principe de réciprocité. Mais il ne vous a pas échappé non plus que le marché en tant que système ne veut, et là on retombe sur la gloutonnerie, s'efforce de ne rien laisser à sa marge. C'est-à-dire que ces enclaves-là sont précisément les enjeux les plus récents des ambitions du marché pour passer du principe de réciprocité et donc de collectif vers la privatisation. Voilà. Et on sait très bien que le néolibéralisme est en train d'attaquer par tous les bouts ce qui restait en dehors précisément de l'affrontement des intérêts privés, c'est-à-dire la santé, l'école, les transports, etc.
Je n'apprends rien à personne. Et effectivement, mais juste pour te dire, je suis d'accord avec toi, mais n'oublions pas, enfin tu l'oublies pas, mais comment on intègre ça dans la configuration générale, c'est que ça existe parce qu'il y a eu un État fort, un État national fort, dans des conditions politiques extrêmement particulières qui ont été, comme on sait, la délégitimation des patrons dans leur rôle avec la collaboration, un CNR qui était beaucoup à gauche, un parti communiste qui était important, l'URSS, etc., etc. Donc on était dans une configuration tout à fait particulière et à part, donc déjà pour dire que c'est évidemment pas simple à reproduire, mais surtout c'est quand même la question du politique et de l'État. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs un truc qui est un peu particulier, je dirais, dans l'analyse marxiste justement des passages des rapports de production, c'est que il n'y a pas eu, en quelque sorte, c'est pas les rapports de production qu'auraient créé eux-mêmes, il n'y aurait pas eu comme par exemple on pourrait le penser aujourd'hui avec l'économie solidaire, qui créerait elle-même, qui prendrait en charge la production et qui permettrait peu à peu de se passer du capitalisme, comme avait un peu en tête Marx, non pas par l'économie solidaire, mais par la concentration des entreprises. Là, c'est le rôle de l'État qui est tout à fait central. C'est la représentation de l'intérêt collectif dans l'État qui permet cette forme de réciprocité. Et voilà. Et donc aujourd'hui, je ferai la même réponse que sur la question européenne. Oui, c'est possible, mais comment on y arrive? On voit que les conditions étaient assez exceptionnelles et si on doit passer par ce type de configuration qui donne un tel rôle à l'État, qui a assuré sa stabilité, voilà, comment on fait, quoi. Quelqu'un dans le public dit une troisième guerre mondiale. Oui, d'ailleurs, Maris dit ça un peu à un moment donné quand il dit... D'ailleurs, juste sur ce point, il exagère. De dire que les 30 Glorieuses soient uniquement liées à la question de la reconstruction, c'est pas vrai. La reconstruction est finie. Enfin, d'ailleurs, les plans s'appelaient pas reconstruction, s'appelaient reconstruction et modernisation et équipement. Mais Bruno a déjà répondu hier. Notre troisième guerre mondiale, c'est la transition écologique. Donc ça va. Merci beaucoup. À demain soir, si vous le voulez bien.